Bon, écoutez, merci d'abord de votre présence. On va donc faire une séance d'explication du PLFSS 2023. Nous avons un certain nombre de sujets à balayer. D'abord des sujets assez généraux sur ce qui touche notre profession libérale en particulier. Et puis, on va venir avec un focus, bien sûr, sur ce qui nous concerne au niveau de la biologie médicale. Donc, je suis accompagné par Laurent Maiglet, qui est le conseil AB Conseil, dans lequel nous suivons pas par pas l'évolution du texte et l'évolution des débats parlementaires, et avec qui nous avons rédigé aussi, avec notre cabinet d'avocats, l'amendement qu'on vous présentera tout à l'heure pour le SDB, qui a été repris par l'ensemble des groupes et des réseaux de laboratoires. Donc, en ce qui concerne ce PLFSS, nous avons fait un calendrier assez serré, dans lequel nous avons un examen. Le départ, je vous le rappelle, étant le dépôt du projet le 26 septembre. Ensuite, nous avons un examen du 10 octobre au 12 octobre, qui doit se finir mercredi soir. Et ensuite, un examen en séance publique du 20 octobre au 24 octobre. Ensuite, il passera au Sénat avec 2 sessions. Et il y aura un examen en commission des affaires sociales d'abord du Sénat, sous forme de 3 jours. Ensuite, un examen en séance publique du Sénat. Et ensuite, une commission mixte paritaire. Et après, le texte est mis au vote au niveau de l'Assemblée nationale. Vas-y. Parce que c'est assez schématique. Déjà, si la commission mixte paritaire est conclusive, le texte est renvoyé en même temps aux 2 chambres, Sénat, Assemblée, pour qu'il soit adopté dans les mêmes termes. À ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'amendement, sauf si le gouvernement l'accepte. Dans notre cas, il n'acceptera pas d'autres amendements de notre part. Donc, c'est pour ça qu'on a réduit ça à adoption au Sénat, puisqu'après cette dernière lecture dans les 2 chambres, c'est juste pour être très clair. Voilà. Et pour aborder tout de suite un problème important, c'est que vous avez vu dans la presse que souvent, ce texte pourrait être pris sous forme d'un 49.3. Donc, tu vas me corriger, Laurent, mais tu prends la parole, tu n'hésites pas. À tout moment, s'il y a un embourbement, si les choses traînent en longueur et on voit qu'ils ne vont pas s'en sortir, ils peuvent faire voter un 49.3. Tout à fait. Alors, ce que ça a comme conséquence, c'est que bien sûr, le texte est considéré comme adopté par l'Assemblée nationale dans sa rédaction, à moins qu'une motion de censure soit déposée dans les 24 heures et soit adoptée dans les 2 jours. Donc, c'est beaucoup de si. On peut parler, si vous voulez, du contexte politique, mais globalement, je ne sais pas si les oppositions prendront risque ou auront la volonté de se rallier pour soutenir le gouvernement. On peut en parler après. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que comme le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, le texte va quand même être examiné devant le Sénat. Il a tout son droit d'amendement. Donc, le 49.3 n'impacte pas le Sénat, il impacte l'Assemblée nationale. Autre chose, c'est que le 49.3, il n'est pas limité sur un même texte. C'est-à-dire que sur le PLFSS, le gouvernement peut l'activer pour la première lecture, pour la deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Donc, il peut forcer l'Assemblée à le voter à toutes les phases de la discussion. Il y a des signaux contradictoires sur le 49.3. Oui, le gouvernement dit on n'hésitera pas à s'en servir. En pratique, ça va être est-ce qu'ils seront capables de convaincre l'opinion publique que c'est la faute des oppositions? Sur le nombre d'amendements, honnêtement, 1500 amendements sur le PLFSS, ce n'est pas grand-chose. Surtout que la moitié a été jugée irrecevable par la commission des affaires, commission des finances essentiellement, donc Éric Coquerel. Du coup, pour 700 amendements pour l'instant, peut-être 1500, 2000 en séance publique, dire les parlementaires font de l'obstruction, non, ce sont des niveaux d'amendements tout à fait normaux pour ce genre de texte. On est très loin des 40 000. Ouais. L'obstruction, 30-40 000. Excusez-moi, on a vu 10 fois plus. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe si le texte donc, est voté est adopté par l'Assemblée, par l'Assemblée comme 49.3 et que le Sénat le modifie? Il revient. Alors, comme on est sur un texte financier, c'est une procédure accélérée de droit, c'est-à-dire qu'après
une lecture dans les deux chambres, la CMP, la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, se réunit d'office et peut faire toute proposition de rédaction sans règle de formalisme ou d'amendement particulière pour déboucher sur une rédaction commune. Donc, après, il y a 3 solutions dans une CMP. La CMP est dite conclusive, c'est-à-dire qu'elle se met d'accord sur un texte. Je parle bien après le 49.3. Oui, mais le 49.3 n'impacte en fait que la discussion à l'Assemblée. C'est tout. Il bloque simplement le texte au niveau de l'Assemblée nationale. Il le fige finalement. C'est ça. Et le Sénat a le droit de faire ce qu'il veut. Ce qui est important pour nous, c'est la CMP à la fin. Oui, voilà. Donc en CMP, tout revient, tout est ouvert. Sur les dispositions restant en discussion, c'est la règle de l'entonnoir. Oui, sauf s'il y a des parties du texte qui ont été votées en termes identiques par les deux assemblées, ceux-là, ils sont fichés. Avec des petites nuances, c'est-à-dire que si, par exemple, si on considère que pour faire adopter un texte, il faut modifier un ordre de référence ou des choses un peu mineures, on peut modifier des choses qui ont déjà été adoptées, mais il faut que ça soit de la modification à la marge. Mais oui, globalement c'est comme ça. Voilà. Et donc, l'idéal pour nous, par exemple, pour l'article 27, chapitre 3, ce serait que l'Assemblée adopte notre amendement et que le Sénat l'adopte également. Comme ça, la CMP, elle ne s'en occupe pas. C'est bon, c'est fini. Voilà. Donc, il y aurait quand même CMP après un 49.3. 3 solutions conclusives renvoyées aux chambres qui vont en même temps pour l'adopter dans des termes identiques et, in fine, si il l'adopte dans des termes identiques, c'est bon, le texte est renvoyé à promulgation. Si ce n'est pas dans des termes identiques, c'est l'Assemblée qui se prononce en dernier. Et autre solution, CMP non conclusive, c'est le texte revient à l'Assemblée qui se prononce. La navette recommence. Oui, pour une lecture. Et après, dernier mot, parce qu'on est sur des délais très contraints dans le PLFSS. Il y a un dernier cas de figure dont je dois parler, parce que ça existe, mais historiquement, c'est arrivé une seule fois. C'est une CMP conclusive, mais le gouvernement décide de ne pas transmettre le texte de la CMP aux chambres. C'est arrivé une seule fois en 1992 sur la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Donc ça remonte, ce serait une insulte assez violente envers les parlementaires. Donc il y a peu de chances que ça arrive, mais voilà, ça existe, donc il faut en parler. Voilà. Donc, pour l'instant, en fait, ce qu'on résume, c'est qu'on a le SDB travaillé très en amont de l'arrivée de ce texte, puisqu'on avait le souci particulier, évidemment, d'avoir des propositions de la CNAM que nous n'acceptions pas, à savoir la baisse du B de 1 centime 3 années de suite, à la hauteur de 180 millions d'euros, c'est-à-dire une partie sur la baisse du B qui rapporte 125, plus une partie de 55 qui était sur les actes. Et donc, on a vu un avertissement du directeur général qui nous disait que si, évidemment, on ne négociait pas avec eux, c'était la commission des finances qui nous demanderait plus. Et de fait, il y a 15 jours, on a été convoqué au ministère de la Santé avec un représentant de la DSS et un représentant du cabinet de Gabriel Attal, qui représente Bercy, le ministère des Finances, et qui nous a donc, au bout d'1 heure et demie de discussion ou d'échange, en nous demandant notre avis, etc. et tout, nous a arbitré en disant voilà ce qui va se trouver dans le PLFS. C'est-à-dire les 250 millions d'euros avec une baisse de 2 centimes du B. Pérenne. Baisse de 2 centimes du B. Enlevez vos micros, s'il vous plaît. Donc, en ce qui concerne le PLFSS, voici les principales. Alors, on va balayer très rapidement les articles sur lesquels on ne va pas forcément insister, mais qu'on reprendra après dans le détail pour ceux qui nous concernent plus. Il y a, en ce qui concerne une rectification de l'ONDAM et du sous-ONDAM, effectivement à 107,3 milliards. Ça, c'est l'article 4. Ensuite, il y a les harmonisations sur la fiscalité du tabac, etc. et tout, pas de problème. Il y a la possibilité pour les médecins assurant des régulations d'appel au SAS. Ça, c'est l'amélioration qu'a décrite Stéphanie Ries, la rapporteure, ce matin, lors d'un échange vidéo, en disant que l'appel aux urgences et la prise en charge du patient allait être réalisé dans le cadre d'un exercice libéral avec des déclarations simplifiées, qui n'exercent pas d'autres activités. Enfin bon, libérale. Les régimes de responsabilité administrative avec des médecins libéraux
est applicable. Ensuite, l'article 16, c'est des dispositions, évidemment, pour le Covid. Donc, l'article 16, c'est concernant, évidemment, les délivrances d'arrêt maladie par les cabines téléphoniques et tout, etc., entre guillemets, et puis d'avoir une vaccination obligatoire. Donc, c'est des mesures de prolongation liées au Covid en ce qui concerne les tests PCR et les tags. Et donc, évidemment, ça, c'est des éléments qui concernent la période qui va aller jusqu'au 31 décembre 2023. Et donc, pour les arrêts de travail des travailleurs indépendants, c'est-à-dire les gens qui sont chez nous, dans nos professions, les infirmières et tout, eh bien, il y aura effectivement un revenu d'activité qui ne tiendra pas compte des revenus d'activité de l'année 2020, puisqu'on est 2 ans en arrière et que là, il y a eu beaucoup d'arrêts, effectivement, pour le calcul. L'article 17, c'est les mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent des rendez-vous de prévention à certains âges. Vous l'avez vu, je vais vous le présenter. C'est cet article qui correspond aux 3 consultations de prévention. Vous savez que c'était un sujet qui était porté par la CSMF et le SML. Donc là, aujourd'hui, vous le verrez tout à l'heure, il y a des amendements qui ont été portés pour que ça soit étendu, bien sûr, à l'ensemble des professions de santé qui gravitent autour du patient, pas seulement le médecin, mais évidemment les préventions de kiné, de biologie, etc. Donc, il y a une discussion là-dessus. Ensuite, l'article 18 nous intéresse puisque c'est l'élargissement de l'accès au dépistage sans ordonnance dans tous les laboratoires à d'autres maladies sexuellement transmissibles que l'HIV, donc les IST, et donc ces dépistages seraient remboursés pour les moins de 26 ans. Donc là, on verra que cet article nous intéresse bien sûr au plus haut point. L'article 19, c'est l'élargissement à toutes les femmes majeures de la délivrance de la contraception en pharmacie, sans condition de prescription médicale. Et l'article 20, c'est la compétence vaccinale. Je vais vous le passer. La compétence vaccinale, évidemment, pour toutes les professions de santé, pour certaines professions de santé en tout cas. Et donc, là-dessus, pour les laboratoires, leur compétence vaccinale est étendue à la prescription de certains vaccins dont la liste et ses modalités de mise en œuvre seront précisées par voie réglementaire. L'article 21, c'est l'exonération des frais de transport réalisés d'un demande de participants au SAMU. Et l'article 22, qui nous intéresse évidemment, c'est l'article dont va être finalement géré maintenant nos conventions médicales. Alors, vous avez vu que le rapport de la Cour des comptes a sorti un document assez opposé au texte conventionnel, dans lequel, soi-disant, les conventions ne fonctionnent pas bien, qu'il y aurait de matière à faire des conventions pour 5 ans ou 4 ans ou une durée, mais qu'elles ne soient pas rechangées tous les ans, donc avec des avenants successifs, ce qui est aussi le cas des conventions des pharmaciens et des médecins. Et donc, il y aurait en fait des conditions à remplir pour certaines professions, leur expérience, pour aller effectivement couvrir les besoins de santé dans des zones caractérisées. Je crois que Thomas Mesnier a déposé aussi un amendement là-dessus, encore plus restrictif, pour évidemment obliger, entre guillemets, certaines professions de santé à s'installer. Donc, l'article 22 est intéressant aussi pour nous parce que nous gérons évidemment les accords cadres interprofessionnels qui ont été dénoncés aussi pour la Cour des comptes. Et évidemment, ces accords cadres gèrent les CPTS et les maisons de soins pluridisciplinaires. Donc, tout ça, c'est vraiment l'article 22, il y a des grosses discussions dessus au niveau des professions de santé. Et il y a aussi, évidemment, un article qui nous intéresse particulièrement aussi sur le champ de compétences des pharmaciens qui sont bien sûr aujourd'hui étendus au cancer colorectal, qui sont étendus à la cystite, qui sont étendus aussi au dépistage du diabète. Et donc, on voit qu'il y a des rémunérations qui sont établies pour ces champs de compétences, ces nouvelles missions du pharmacien. Ensuite, l'article 23, c'est pour les études en médecine générale exercées en priorité sous danse, la fameuse 4e année qui donne lieu à une grève des internes suivie par les internes de biologie le 14 octobre. Donc, on se retrouve avec un mouvement de grève sur cet article en particulier. Ensuite, l'article 24, c'est pour conclure des contrats avec l'ARS d'un médecin qui exercerait en début d'exercice dans une zone sous-dotée. Et ensuite, l'article 25, c'est l'encadrement du recours par des établissements de santé des entreprises de travail temporaire. Ensuite, il y a un article 26 qui concerne nos amis radiologues pour la transparence de l'information des équipements lourds qu'ils auraient dans leur cabinet de radiologie. Et l'article 27, c'est ce fameux article qui aujourd'hui, finalement, a 3 points durs.
premièrement, faire rentrer les actes nouveaux, le RIHN, dans la nomenclature, contrôler le rôle de l'HAS dans l'inscription de ces actes de RIHN et une procédure d'inscription systématique à la nomenclature qui arriverait en fin de période de prise en charge du RIHN et après évaluation de l'HAS. Donc, ça, c'est ce qui concerne le point des inscriptions des actes nouveaux. Ensuite, il y aurait un gros chapitre sur les EBMD, donc on vous en parlera évidemment après. Et puis, en cas d'échec des négociations conventionnelles, évidemment, avant le 1er février 2023, les ministres chargés de la santé et de la sécurité peuvent décider d'une baisse itérative des tarifs, c'est-à-dire unilatérale, par arrêté à partir de février 2023. Donc, on voit qu'on est dans un article assez lourd pour notre profession. L'article 28, c'est les sociétés de téléconsultation. Vous savez qu'on est sur un dossier assez lourd au niveau de la téléexpertise, les biologistes, et pourquoi pas la téléconsultation. En tout cas, on va regarder avec attention quelle est la mise en place d'agréments pour ces sociétés de téléconsultation et évidemment comment ça peut se produire. L'article 30 nous concerne un peu moins puisqu'il concerne évidemment les remises versées à l'assurance maladie pour les médicaments. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne plutôt les pharmaciens. Et ensuite, l'article 31, c'est évidemment la mise en transparence, en tout cas, d'une liste de produits agréés dans le cadre de vente, évidemment, et la surveillance de la télé, enfin l'activité de télésurveillance, qui est évidemment de faire des demandes d'autorisation parce qu'il y a eu des dérives absolument dans toutes les choses. Le renforcement et la contrôle de la transparence des EHPAD, c'est suite aux affaires Orpea, vous en doutez. Ensuite, il y a une précision 33 qui ne nous concerne pas, c'est pour les infirmiers. La 34, c'est le lien social entre la perte d'autonomie et le charge à domicile. Pareil, ça nous concerne beaucoup moins. Le 41, c'est les greffiers de tribunaux de commerce qui permettent de recueillir des documents dans leur mission pour vérifier les fraudes en particulier. Vous savez que nous, on est malheureusement aujourd'hui dans un système où tout professionnel de santé est soupçonné de fraude par essence. Et donc, après, il faut fournir les pièces, etc. Donc, le déconventionnement d'urgence étendu à plusieurs lieux de service. Et les derniers, c'est les arrêts de travail ainsi qu'ils ne donnent pas lieu à une indemnité journalière quand ils sont délivrés en téléconsultation. Ensuite, ça, c'est l'article 44. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour nous puisque c'est la possibilité à l'assurance maladie d'extrapoler à partir d'un échantillon le nombre d'erreurs que vous avez fait et d'étendre à une périodicité qui peut aller jusqu'à 3 ans et de dire qu'à la fin, vous devez 1 million d'euros à redonner à l'assurance maladie. Je plaisante, mais enfin, en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, voilà. Vous l'avez fait, moi. Et donc, l'article dernier, c'est la fixation de l'ONDAM et du sous-ONDAM pour l'année 2023. Ça, on en a déjà parlé ensemble. Donc, vous voyez un certain nombre d'articles. Et donc, on va se focaliser maintenant sur les articles qui concernent la biologie. Donc, le premier qu'on peut exposer, c'est l'article de prise de rendez-vous de prévention à des âges clés de la vie. Donc, cet article 17, avec 3 périodicités qui vont se expliquer là. Et ces nouvelles consultations s'appuieront nécessairement sur la biologie médicale. Donc, on a des consultations possibles qui vont être prises en charge, alors, a priori à 100%. A priori, c'est impossible de le prévoir déjà, c'est forcément un arrêté qui dira à 100%, mais oui, ça sera à 100%. D'accord. Normalement, ça devrait être à 100%, dans lequel on aurait une prise en charge à la fois de la consultation médicale et d'un certain nombre d'actes de prévention. Alors, bucco-dentaire, santé sexuelle, évidemment, obésité liée au risque d'alcool ou de tabac, etc. Et donc, en fait, on aurait ces consultations qui seraient initiées à ces âges clés de la vie. Donc, tout reste ouvert en discussion. A priori, l'article 17, Laurent, tout le monde… Oui, personne ne peut s'y opposer. En principe, ça reste très vague. Hein, voilà. La question, c'est qu'on parle de prévention et qu'on fait reposer ça essentiellement d'abord sur le médecin. On peut dire qu'on est peut-être en retard un petit peu d'un train, mais non, ça passera pas modifié très probablement. Ça fait partie des grandes priorités du quinquennat Macron, le développement de la prévention. C'est une certaine façon de percevoir la prévention, on va dire.
mais ça passe pas. Donc, François Braun a prononcé cette intention lors de la réunion du Mans, puisque vous savez qu'il existe un Conseil national de la refondation santé qui doit s'ouvrir dans toutes vos régions. La première réunion avait lieu lundi dernier au Mans et il s'est prononcé, évidemment, puisque son titre le comporte de prévention, que tout enfant qui naîtrait à partir du 1er janvier 2024 serait suivi tout au long de sa vie jusqu'à son décès, adulte et personnes âgées, par une prévention à tous les âges de la vie. Donc, il s'est engagé à ce qu'on dépense, entre guillemets, plus que 5%, puisqu'aujourd'hui, c'est 5% du budget de l'assurance maladie qui est dépensé pour la prévention, plus de 5%, évidemment, pour développer cette prévention tout au long de la vie. Donc, on est sur ce sujet-là. Maintenant, il y a les paroles. Après, il faudra voir les actes et de quelle manière ça sera mis en route et surtout sur qui ça s'appuiera comme acteur, en particulier système libéral ou pas, etc. Donc, typiquement, pour la consultation de 40-45 ans, il y a 2 secteurs qui vont être normalement mis à contribution. C'est vous, parce qu'il y a quand même pas mal de dépistage dedans, et la santé au travail. Sauf que dans les 2 cas, on a un problème de démographie médicale qui est un peu évident. Donc, il faudra voir si en pratique, ça va déboucher sur… je ne vais pas être trop pessimiste non plus, mais voilà. Donc ça, cet article 17, en fait, il n'y a pas eu d'amendement particulier. Il y en a quelques-uns, mais globalement, ce n'est pas des amendements ni de suppression, ni de modification profonde. Et pour l'instant, ce texte-là semblerait passer. Il y a eu des ajouts, mais il y a eu énormément d'irrecevabilité financière. Donc, je ne sais pas ce qui a survécu à la SERP sur cet amendement-là. Donc, tout simplement, en fait, pour reparler en français, quand Laurent dit ça, c'est que quand on dépose un amendement qui demande des dépenses supplémentaires, il est abrogé en général directement à l'entrée de la commission, puisqu'il n'est pas prévu dans les dépenses. C'est comme ça qu'on avait certaines fois fait passer des choses. Et en fait, ça avait été irrecevable parce que ça a créé une nouvelle dépense. C'était l'école, c'était le dépistage. Mais même l'année dernière, on avait déposé un amendement sur une expérimentation sur le déploiement du labo sans ordre pour toutes les IST, sous forme d'expérimentation, ce qui est totalement admis par les règlements de l'Assemblée nationale. Ça avait été refusé sur la recevabilité financière. Là, cette année, M. Coquerel a eu la main très lourde sur la recevabilité financière. Ça fait 1 heure de discussion à la commission des affaires sociales. Ils sont tous furieux. Donc, l'article 5. La recevabilité financière, c'est l'article 40, si je ne dis pas de bêtises. 40, oui. 40. Alors, au niveau de l'article 18, c'est pareil. C'est un article qui est intervenu suite à notre demande aussi auprès du ministère, puisqu'on avait beaucoup travaillé avec Philippe Murat. On était intervenu aussi pour faire des choses. Et donc, on avait proposé effectivement un amendement dans la loi 2022, un amendement déjà pour une expérimentation étendue à toutes les IST chez les femmes. Et donc, cet amendement qui avait été justement éliminé par l'article 40 parce qu'il faisait appel à des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues, donc on a été banané. Mais par contre, cette année, le ministère pour la prévention, évidemment, l'a repris. Et donc, on est tout à fait content d'avoir cet amendement qui effectivement permet normalement d'accéder dans les textes à un dépistage d'IST. Alors, pour l'instant, c'est les femmes de 26 ans, de moins de 26 ans. Et nous, on avait à l'époque émis en particulier les zones de zones fragiles, en tout cas les zones de grande concentration de population qui n'avaient pas forcément accès à la santé. Là, on le reprend pour toutes les jeunes filles de moins de 26 ans. Ça risque de passer, ça? Oui. C'était passé l'année dernière. Il y a eu la généralisation de cette disposition pour le VIH. C'était passé, encore une fois, ça fait partie des mesures auxquelles personne ne peut s'opposer. Ça fait des ordres. On n'est pas dans la même situation. Le VIH, il n'y avait pas besoin de le financer parce qu'en fait, il y avait l'enveloppe. Oui, mais comme il rentrait dans l'enveloppe, c'est les biologistes qui ont payé. Mais enfin là, pour l'instant, on n'a pas vu d'amendement de suppression ni quoi que ce soit. C'est pareil à ce niveau-là. L'article 20, c'est un article qui fait suite à la Covid où finalement on s'était un peu battu, même si, je vous le dis en toute honnêteté, peu de biologistes ont vacciné pour la Covid.
puisque nous pouvons vérifier en fait la vaccination par les achats de vaccins. Et donc, on a eu très peu. Et là, donc, cet article 20 prévoit la possibilité d'administrer, de prescrire des vaccins au sein d'un laboratoire de biologie médicale. De prescrire aussi. Oui, prescrire. Oui. Ouais. C'est-à-dire Prescrire. de le faire sans prescription, ça veut dire. Voilà. Ouais. Donc, il y aurait un décret en Conseil d'État qui habiliterait les personnes, qui verrait aussi la susceptible de se voir prescrire et les conditions de prescription, bien sûr, qui peuvent être réalisées. Nous avons les frigos, nous avons la traçabilité, nous avons des infirmières, nous avons des médecins, des pharmaciens, et donc il faut voir l'habilitation qui serait demandée aux pharmaciens, mais on avait déjà fait une procédure dans le cadre de la Covid, je vous le rappelle, qui était téléchargeable, dans lequel on pouvait être habilité par un confrère médecin dans son propre laboratoire. Donc ensuite, ça devrait aussi pas faire appel à des modifications, je ne pense pas, et donc on se retrouverait avec un article qui est a priori accepté. Donc, c'est cet article 20. Il y a eu, en gros, il y a pas mal d'amendements dessus, mais pour s'améliorer l'accès aux soins, l'amendement 142, 367, quand ils ont été conservés pour l'instant. Voilà. Je me demande si le bassin n'a pas été dégagé. Donc, LR et tout. C'est possible que si ça demande effectivement de l'argent supplémentaire, il y ait des possibilités qui soient dégagées. Donc, en fait, les amendements, quand vous les regardez sur le site de l'Assemblée nationale, ça se présente de cette manière-là, le texte qui est vivé, la personne qui le dépose ou les personnes qui le déposent, un exposé sommaire et un alinéa qui corrige ou non l'amendement. C'est comme ça que ça se présente. Si vous voulez aller sur le site de l'Assemblée nationale, vous verrez ainsi les articles des uns et des autres avec l'exposé sommaire des motifs qui justifient leur demande de modification. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, vous allez avec passionnément sur le site de l'Assemblée nationale. Et pour savoir leur état, s'ils sont marqués en traitement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été votés. Sinon, il y aura marqué examiné ou supprimé. Et non, pour savoir s'ils sont adoptés ou pas, il faut cliquer amendement par amendement pour avoir le tampon vert ou le tampon rouge. Voilà. Donc, Laurent vous a tout dit pour vous servir du site de l'Assemblée nationale et d'un vote d'une loi en particulier. Donc, on a un article qui nous intéresse, nous, l'article 22. Alors, on le souligne pourquoi? Parce qu'il y a une petite subtilité orthographique, puisqu'au départ, c'était les TROD. Nos amis pharmaciens d'officine faisaient des tests rapides d'orientation diagnostique. Et aujourd'hui, on a supprimé ce test rapide et on l'a supprimé en disant les tests réalisés en pharmacie. Ce qui ouvre évidemment le champ beaucoup plus large à nos collègues pharmaciens d'officine pour faire toutes sortes de tests. Alors, quand je me retourne vers le président Bessé, il me dit à la FSPF que c'est parce qu'ils font le test de cystite, un test réalisé en pharmacie, et donc le remboursement de tous les tests. Alors, la liste serait exhaustive pour l'instant. Il y a une liste qui serait donnée par arrêté. Et c'est vrai qu'on a un souci quand même par rapport à ça, c'est qu'on voit qu'une partie de la biologie commence à être demandée, alors là, par les pharmaciens d'officine, mais par les sages-femmes ou par les infirmières, vu l'expérience de la Covid qu'ils ont eue, qu'on voit que de la PCR qui devait contrôler le tag positif, on a aujourd'hui un certain nombre de syndicats de pharmaciens d'officine ou un syndicat en particulier qui dit finalement on n'a pas besoin de faire contrôler derrière, notre test suffit. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 5% des tags sont contrôlés en PCR uniquement. Et donc, c'est très important de regarder comment cette liste va être établie par arrêté des ministres. Et d'autre part, finalement, quelle est cette biologie light qu'on est en train de faire à côté de la biologie accréditée que nous avons, où nous contrôlons la phase préanalytique. Donc, on suit avec attention, évidemment, les amendements, les choses qui vont être déposées sur ce texte. Tout ce qui ouvrait encore plus a été recevable, encore une fois, parce que ça crée une dépense. On ne peut pas ajouter de la dépense à la dépense. Mais on fera un point, il faut suivre ça avec attention, y compris et surtout dans la phase réglementaire. C'est-à-dire le moment où les ministres créeront l'arrêté. OK. Ensuite, l'article 22, c'est des alinéas, je crois, supplémentaires qu'on a été avec des exposés de suppression des alinéas 6, 7, 8 qui correspondaient en fait à la volonté du gouvernement
de faire rentrer en fait autour de la table des négociations les CPTS, donc les fédérations de CPTS, les fédérations de MSP. Demain, il y aura des fédérations des équipes de soins primaires, il y aura peut-être des fédérations d'équipes de soins spécialisées. Et donc, notre problématique, nous, les syndicats nationaux, c'est qu'on voit arriver autour de la table, pour les négociations, toutes sortes de fédérations. Donc, il y a la fédération des IPA qui s'est créée, qui est en fait une extension en fait, du métier d'infirmière avec une compétence ajoutée. Bah, c'est que l'assurance maladie se verrait bien négocier, pas qu'avec des syndicats. C'est tout le problème qu'on a. On a déjà vu une première entorse à cette chose-là, c'est pour les accords cadres interprofessionnels, par exemple sur les CPTS ou les MSP. La Fédération des CPTS a un strapontin, la Fédération des centres de santé a un strapontin. Donc, on voit déjà qu'ils sont déjà autour de la négociation syndicale. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui une extension, en tout cas une demande, d'élargir le périmètre. Mais demain, on n'a qu'à faire une fédération, je ne sais pas, des Biogis du Var, et puis qui s'installe autour de la table, ou du Vaucluse, si tu veux. Ah, du Vaucluse. Et donc, voilà, on peut très bien voilà, avoir toutes sortes de fédérations qui ne représentent des fois qu'elles-mêmes ou quelques dirigeants. Donc là, il y a évidemment cette notion d'associer aussi les patients, hein, bien sûr, mais il y a France Asso Santé qui représente normalement les associations, mais globalement, en gros, on veut rénover la vie conventionnelle. Ça fait un peu suite au rapport de la Cour des comptes aussi, qui dénonce la difficulté de la négociation avec la vie conventionnelle. Donc là, vous retrouverez aussi un article d'amendement de Thomas Meunier. Je ferai un point pour voir s'il est passé, s'il a passé le… Oui, on va suivre ça pour voir si ces articles ont passé ou pas. Il y a des amendements aussi de M. Bazin. Donc, à suivre là. Ensuite, il est demandé, après l'article 22, d'insérer un article 22 bis. Et donc, ça fait effectivement notre demande au niveau de l'Union nationale des professions de santé qui regroupe 23 professions, 23 syndicats nationaux. Dans ces 23 syndicats nationaux, c'est l'organisation de l'UNPS, c'est une organisation qui fait le trépied entre l'UNOCAM et l'UNCAM, c'est-à-dire entre les AMO, l'assurance maladie, les AMC complémentaires et les professionnels de santé. Dans ce triptyque, l'UNPS a proposé de créer une équipe de soins coordonnés avec le patient, ce qu'on appelle l'ESCAP, et de rentrer cet amendement. Donc cet amendement, on le soutient puisque je suis vice-président de l'UNPS et qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, c'est la première marche pour arriver à une équipe de soins spécialisée ou une équipe de soins primaires. C'est-à-dire le fait que quand vous prenez en charge un patient, l'idée, c'est qu'on ait un petit cahier des charges qui détermine quels sont les critères qui vous permettent de rentrer un patient dans cette ESCAP. Une fois que vous l'avez rentré, vous êtes en lien direct avec tous les professionnels de santé qui s'occupent de votre patient. Votre pharmacien, son médecin, son pharmacien, son kiné, son infirmière. Et en fait, vous échangez les données transversales. Et quand, bien sûr, il y a la MSS, il y a tout ça. Mais là, la prise en charge, elle est structurée par rapport à votre patient. Et l'ESCAP s'ouvre au moment où votre patient, par exemple, rentre en maladie chronique, se ferme avec sa sortie de maladie chronique ou sortie d'hospitalisation. Et ensuite, vous transmettez l'ensemble des informations de façon coordonnée à travers un logiciel qui est ouvert à toutes les structures de start-up qui veulent en faire. Donc, nous, on est juste sur le cahier des charges. Et c'est vrai que le HCAM, le Haut Conseil de l'assurance maladie, avait décidé de le citer, mais qu'il n'était pas cité dans la loi. Et donc, pour l'instant, effectivement, je ne sais pas si ça a été rejeté au niveau de l'article 22 bis qu'on introduit à ce niveau-là. Je vais regarder ça. On regardera. Là, je ne sais pas s'il a déjà été discuté. Ensuite, l'article 28, évidemment, c'est la HAS qui prévoit un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation. Et donc, ça permet d'inscrire la liste des actes remboursables ou les prestations réalisées avec une téléconsultation. Donc, c'est un élément qui intéresse quand même nos collègues médecins. Là encore, c'est une disposition, pas de verrou, mais de régulation, de contrôle. C'est pour éviter, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Hein. Il y a plusieurs dispositions comme ça dans le texte. Non, c'est en plus, on n'a pas encore de politique un peu uniforme des consultations
Après, toutes ces spécialités ne peuvent pas faire de téléconsultation de la même façon. Alors, nous, on a quand même des secteurs où on est intéressé par la téléconsultation. Téléconsultation et téléexpertise. Et téléexpertise, Plus que téléconsultation. plus que téléconsultation, mais c'est dans un esprit global. Et pour l'instant, les biologistes n'y sont pas, il n'y a que les pharmaciens et les médecins. Mais par essence, on nous dit qu'on est pharmacien ou médecin, mais globalement, on n'y est pas quand même, hein, cité en tant que profession de biologiste. L'article 37, c'est concernant un article additionnel. Alors, ça, tu peux le reprendre. Moi, je ne me rappelle plus trop. Le chirurgien dentiste. Alors, on n'y est pas du tout, nous, là-dedans. C'est un article qui permet d'avoir des indemnités. Pour les cas de maternité. Donc, le chirurgien dentiste est concerné, l'infirmier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les directeurs de laboratoire, si on y est, pour les femmes pour cause de maternité ou de paternité. Donc, c'est les modalités de versement d'une aide financière complémentaire. Celui-là, c'est sûr qu'il est recevable. Donc, à mon avis, il est barré celui-là. Parce qu'il y a 2 erreurs, entre guillemets. Déjà, il crée une dépense et en plus, il gage cette dépense. C'est-à-dire qu'il crée en face une recette. Le principe de droit constitutionnel, une recette ne compense jamais une dépense. Une recette pour une recette. Oui, on peut pas une dépense, c'est une dépense de toute façon. Donc, je suppose que celui-là, il a dû la maternité ou la paternité attendra. Voilà. Et ensuite, à la lecture, je suis quasiment certain qu'il a été déclaré irrecevable. Alors, l'article 41, c'est sur la fraude. Je ne l'ai pas in extenso, l'article 41. Il a été déposé. Les députés écologistes veulent supprimer cet article. La fraude sociale, on voit bien que là, ça va poser une petite difficulté, puisque effectivement, ils sont contre, pour leur disant que, notamment en haussant les plafonds de pénalité qui peuvent décider par les fraudeurs, qu'il s'agisse d'assurés ou de professionnels ou d'employeurs, il doit être combattu ou qu'elles proviennent. Il est dommage de concentrer les efforts sur l'une d'elles actuellement. En gros, c'est si on ne le fait pas sur l'évasion fiscale, pourquoi on le fait sur la fraude sociale? Oui, c'est une grosse donnée. C'est-à-dire qu'en fait, c'était intéressant comme débat par LFI. C'est-à-dire que finalement, je crois que la fraude fiscale, c'est je ne sais plus combien de milliards. Ça dépend à qui tu demandes. En fait, 20 milliards, entre 20 et 80 milliards. 100 milliards voilà, de fraude d'évasion fiscale, alors que nous avons une fraude qui est estimée à quelques centaines de millions d'euros. Oui, mais c'est une recette, alors, donc ça pourrait intéresser. Ouais. Oui, mais enfin, décréter la lutte contre la fraude, quelle qu'elle soit. C'est des vœux pieux par définition. La fraude. Voilà, les montants sont estimés assez souvent, très sérieusement. Il y a des enquêtes journalistiques très dessus. Alors, l'article 44 correspond évidemment à quelque chose qui nous tient à cœur, nous, puisque à l'UNPS, encore une fois, on a demandé la suppression de cet article, puisqu'il prévoit des procédures de sanction à la suite d'un contrôle, d'une analyse d'activité qui vient s'ajouter déjà à toutes les procédures en vigueur. C'est-à-dire, c'est le fameux échantillonnage dont on vous dit que vous avez fraudé sur 2 mois et qu'on applique ça sur 3 ans, qu'on multiplie par 24 mois ou 36 mois. Et donc, ces procédures, évidemment, ont été ajoutées pour combattre les fraudes, mais on trouve que là, évidemment, on pousse un bouchon un peu loin et que clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puisqu'on est tous pris, entre guillemets, les professions de santé, pour des fraudeurs par essence. Et donc, on fraude systématiquement tous les jours. Et que ça peut être évidemment quelque chose d'assez… alors, c'est le leitmotiv un peu de l'assurance maladie, hein, puisqu'on est finalement axé sur le contrôle et la fraude. Et là, aujourd'hui, on nous remet un article 44 qui est un peu plus dur et qui, finalement, procède par échantillonnage, qui est arrivé d'ailleurs à certains de nos confrères dans les laboratoires. On se souvient pour les éléments hors de mur, c'était par échantillonnage. Hein. Moi, je l'ai vécu, mais ça ne résiste pas à l'analyse. C'est-à-dire que j'avais apporté une analyse basée sur des statistiques, et statistiquement, ce n'était pas fiable. Donc, je les avais abandonnés. Ce qui sera intéressant, parce qu'il y a de l'extrapolation, ça sera intéressant de voir, parce que le texte va être passé au Conseil constitutionnel après adoption, hein. Ce sera intéressant de voir si ça passe la barrière constitutionnelle, parce que là, comme ça, il y a quand même, il y a quand même quelques principes constitutionnels qui peuvent sembler un peu en péril. Le respect des droits de la défense. On abandonne le droit de la preuve. On abandonne l'obligation de preuve. Il y a le non définitive, enfin le fait de ne pas sanctionner 2 fois pour la même chose, la même personne. Enfin, bref, je ne veux pas dire que ce texte est inconstitutionnel parce que je n'aime pas le
pas fait une analyse assez complète, mais je pense que ça risque d'être soulevé à un moment en discussion. Et c'est ce qu'on conclut en fait à l'UNPS, c'est qu'il y a déjà 5 procédures assez lourdes qui ne sont pas forcément utilisées à bon escient et qu'une 6e supplémentaire est quand même extrêmement compliquée, ça fait beaucoup. Et puis, Donc, en ce qui concerne cet article 44, plusieurs députés ont demandé la suppression, donc on a été soutenu par plusieurs députés. Donc maintenant, on va passer au menu de choix, c'est-à-dire effectivement l'article 27. Donc cet article 27 ouvre la possibilité de faire évoluer la nomenclature vers un secteur que nous connaissons bien, qui est l'encadrement du RIHN. Donc on précise bien aujourd'hui que ce sont des actes de biologie ou d'anatomopathologie qui sont concernés, qui sont actuellement hors nomenclature et qui seraient susceptibles d'avoir un bénéfice clinico-biologique, médico-économique, et donc d'une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale. Donc les MIG, les fameux MIGAC, qu'on vous parle chaque année, dans lequel les dépenses avoisinent souvent 600, 700, 800 millions d'euros et qui sont payés en général à 40% par l'État via l'ARS. En l'occurrence, je crois que l'enveloppe qui est ciblée par le dispositif, elle doit être autour de 470, quelque chose comme ça. Voilà, ce qui correspond à ce qui est payé à peu près chaque année, mais qui ne correspond pas en fait au prix de la, entre guillemets, la nomenclature qui était utilisée pour cet acte de RIHN. Donc, lorsqu'un acte a été inscrit sur cette liste, l'HAS est réputé saisi pour l'inscription de cet acte innovant et donc à la liste des actes remboursés par la Tunisie 6 mois avant l'expiration de la durée de l'expérimentation. En revanche, il n'y a pas de délai pour la HAS de se prononcer. Du coup, il y a eu des amendements déposés pour forcer la HAS à se prononcer au moins dans les 6 mois. Donc, il y a ça, les amendements, et je rappelle à tout le monde que Thomas Fatome nous avait exprimé lors de sa réunion qu'il mettait sur la table environ 50 millions d'euros par an sur 3 ans pour faire entrer 50 millions d'euros d'actes innovants supplémentaires dans l'enveloppe de biologie médicale. Alors là, on parle de biologie et d'anatomopathologie, ce n'est pas les mêmes enveloppes. Voilà, pour l'instant, le gouvernement table sur 20 actes sortant du RIHN par an à partir de 2025, 5 en 2023, 10 en 2024 et 10 ensuite, et avec un financement a priori aligné pour permettre le financement de ces actes, soit par une prise à 100%, soit une participation des mutuelles, mais ça reste encore peut-être hypothétique. En tout cas, on n'a pas d'éléments là-dessus. Elle est de droit. Hein. Si l'acte est à la nomenclature et qu'il n'est pas à 100%, il est à 40 pour les mutuelles. Après, voilà, il table en gros pour 2 actes qui sortent du RIHN, il y en a un qui serait remboursé. Voilà la règle qu'ils ont en tête. Il faut savoir quand même que dans les actes nouveaux, nous en rentrons chaque année. Dans le cadre de l'accord actuel, 2 tiers des actes nouveaux étaient financés par l'assurance maladie, 1 tiers dans le cadre de notre enveloppe fixée par la CNAM, et qu'au terme d'un accord, c'est-à-dire 31 décembre 2022, du dernier accord, les actes nouveaux deviennent des actes courants. Donc, de manière générale, il y avait le DPNI, l'HPV, mais le gros, c'est le DPNI. Et les arboviroses. Et les arboviroses. Voilà. Et puis le suivi de la leucémie. Il y avait le marqueur de la leucémie qu'on a rentré. Ah oui. Tout ça, c'est des actes, c'est 1 million d'euros quand même. Et tout ça, ce sont des actes qui, au terme de l'accord qu'on a signé là pendant 3 ans, deviennent des actes de biologie courante et rentrent dans le cadre d'une enveloppe globale. Sans avoir fixé de financement. Sans avoir fixé de financement supplémentaire. Le deuxième sujet le plus scabreux, c'est le BMD. Vous savez tous que nous avions à l'époque un accord qui s'était signé dans la loi du 13 janvier 2010, qui reprend la loi du 13 janvier 2010, nous avait autorisé dans l'article 71-18 le fait qu'on pouvait avoir, et qui était rendu nécessaire dans un contexte d'urgence, essentiellement en établissement de santé, et qu'on pouvait donc avoir une décision thérapeutique urgente et donc installer un appareil de biologie localisée. C'est ce qui a été fait souvent pour les gaz du sang, ce qui a été fait pour d'autres marqueurs. Ensuite, il y a eu une réunion qui a eu lieu dans le cadre du pacte de refondation de 2019, où là, on a, dans ce pacte, pensé que des structures de premier recours seraient de nature à permettre de réduire ce temps d'accès et donc d'ouvrir, en fait,
l'installation de ces actes de biologie délocalisée dans des structures hors les murs du laboratoire, des structures de premier recours. Et en 2021, on a vu arriver une proposition d'arrêté dans lequel ça fixait les endroits, c'est-à-dire c'était open bar, les cabinets infirmiers, les EHPAD, les centres de santé, les laboratoires périphériques aussi pouvaient être considérés, mais aussi les maisons de santé et les cabinets médicaux. Donc, c'était open bar. En fait, on a travaillé cet article l'année dernière et puis au début de l'année. Et ensuite, la personne de la GEC a été mutée et pour l'instant, cet arrêté n'est jamais sorti. Donc là, il est proposé en fait de reprendre cet arrêté, de donner la main au cabinet du ministre et de développer des modalités pour désengorger les urgences, des modalités qui seraient fixées par arrêté. Vas-y. En fait, c'est une disposition verrou, pour comprendre ça. C'est que dans la rédaction précédente venant de la LFSS 2020, c'était au ministre de fixer par arrêté les lieux où pouvait avoir lieu la biologie délocalisée. Maintenant, il y a un double verrou. Un, le ministre, par arrêté, détermine les conditions dans lesquelles on peut faire sa biologie délocalisée, les conditions des lieux où on peut faire ça. Et deuxième verrou, c'est au niveau des ARS, les DG des ARS fixent la liste de ces lieux qui répondent à ces conditions. Donc, en tout cas, c'est expliqué comme ça dans les annexes. Il y a vraiment la volonté affichée, c'est d'éviter d'ouvrir trop les portes et les fenêtres de la biologie délocalisée. Oui, ça fait sauter une disposition qui était dans le texte, qui est que l'examen de biologie reste validé in fine par le biologiste médical. Mais dans les faits, je pense que ça le renverra juste à l'arrêté. Les autres dispositions qui définissent un examen biologique dans le reste du code demeurent. Sauf si c'est plus considéré comme un examen de biologie médicale. Attention. Mais non, pas si simple, la nomenclature indique qu'ils veulent créer, qu'il y a en tout cas une réflexion, les annexes indiquent qu'il y a des réflexions à la CNAM et au ministère pour créer un acte de biologie délocalisée à la nomenclature des actes de biologie médicale, donc votre nomenclature. Donc, honnêtement, peut-être que je suis trop confiant, mais je ne crois pas que ça soit une façon d'ouvrir violemment les portes et les fenêtres. Ils en ont peur. Voilà, donc je pense qu'ils y feront vraiment très attention. On fera un point sur ce qui a été adopté. Il y avait des amendements qui voulaient ouvrir encore plus. Ils ont été déclarés recevables pour la totalité, si je ne dis pas de bêtises, à revoir. De toute façon, mercredi soir, on saura ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Alors, comme tu le disais dans l'étude d'impact et dans les annexes, il y a cette notion de déploiement de 800 machines sur le territoire, c'est-à-dire à peu près 8 par département, dans lequel il y aurait évidemment, en fonction des besoins, une onction de l'ARS pour l'installer dans des endroits. La question qui est ouverte aussi, c'est que normalement l'installation de ces machines donne aussi droit à rétribution du médecin qui les utilise. Donc ça veut dire qu'il faut créer un acte médical qui est capable de rémunérer le médecin qui fait de la biologie délocalisée. Et donc derrière nous, il reste deux gros sujets qui sont des sujets techniques qu'on verra avec la ministre chargée de l'organisation des soins, Madame Firmin-Lebaudot, parce qu'il y a des problèmes à la fois d'habilitation, mais aussi, ce qui nous pose problème, c'est la validation des méthodes quand vous passez d'un examen veineux à un examen capillaire et la validation des examens et des méthodes qui le supportent. Est-ce qu'il faut avoir un marquage CE, pas CE? Est-ce qu'il faut marquer effectivement le réactif qui est utilisé? Au-delà d'habiliter le personnel et de vérifier la traçabilité de notre système, il y a aussi des problèmes d'accréditation qui sont derrière. Dans la 22-870, il faut savoir que le SDB s'est emparé de ces problèmes, a posé la question à la NSM, on n'a pas de réponse au jour d'aujourd'hui, et que j'ai saisi la Commission nationale de biologie médicale pour savoir de quelle manière peuvent être entreprises en fait, le développement de cette technologie dans des cabinets médicaux et les fameux centres de santé, les EHPAD, et puis pour l'instant on en est là, et y compris, vous pouvez le faire dans vos laboratoires évidemment périphériques, et utiliser ces appareils au plus près du malade si vous avez une ouverture qui vous permet d'accueillir des soins non programmés ou des urgences, par exemple. Là, par contre, le financement me paraît assez léger
On est sur des financements de l'ordre de 20 ou 30 millions d'euros, même en équipant 50% des maisons médicales et des centres de santé. Ils mettent sur 11 millions d'euros par an. Ça nous semble extrêmement faible parce que quand on avait fait la liste des 10 examens potentiellement dans cet arrêté, ça couvrait un champ environ d'1 milliard d'euros d'examens courants. Alors vous me dites, on ne remplace pas un pour un et on ne fait pas tous les examens de biologie courante en biologie délocalisée, mais même ne serait-ce que vous en faites 10%, ça fait 100 millions d'euros. Donc on est dans un ratio de 1 à 10 qui me semble plus en adéquation que de ratio de 1 à 10 millions d'euros. Donc voilà, il y a une question quand même qui est très importante et il y a des questions d'application ou de techniques qui sont derrière, qui ne sont pas résolues au jour d'aujourd'hui. Encore une fois, la phase devant le. Non, de toute façon, 100 millions. De toute façon, c'est très mal présenté parce que c'est les ARS qui financent, d'après ce qu'on a compris. Ils auront une dotation pour payer. Voilà. Mais un appareil de biologie médicale, il ne suffit pas de l'acheter. Oui, il faut le maintenir, il faut l'entretenir, il faut avoir un contrat de maintenance, il faut approvisionner des réactifs. Donc, tout ça, ils ne l'ont pas vu. Donc, non, mais oui. Ce n'est pas la machine à café que tu branches. Ton nerf de la guerre. Alors, le nerf de la guerre, l'argent. Donc, dans un premier temps, on a eu, je vous les rappelle, une proposition de Thomas Fatome il y a plusieurs semaines, nous disant la chose suivante. Nous vous proposons de négocier pour les 3 ans à venir une baisse de 180 millions d'euros par an avec 1 centime de baie tous les ans pérenne. C'est-à-dire qu'on descendait de 27 à 26, à 25 et à 24 centimes en correspondance avec les années qui progressent. Donc voilà, et on tombait en 2024. Et donc, ce n'est pas pérenne, c'est successif. C'est successif. Et il faut savoir que d'après l'assurance maladie, 1 centime de baie, c'est à peu près 125 millions d'euros. Vous voyez pourquoi je vous en parle. 125 multiplié par 2, ça fait 2 centimes. C'est ce qu'on trouve dans la proposition du gouvernement. Donc, ça, c'était ça. Et donc, on avait à faire évidemment une baisse de 1 centime tous les ans, plus 55 millions d'euros de baisse ciblée sur des actes de biologie. Donc voilà. Ensuite, on a appris, donc je vous l'ai dit, dans cette fameuse réunion du ministère de la Santé et de la Prévention, le fait que ça serait maintenant 250 et que ce chiffre était dans le marbre ou dans le granit, pour dire les choses suivantes, ou dans l'acier. Donc, ça ne bougerait plus et que c'était une demande impérative de contribution de la biologie à Bercy. Les 2 choses qui nous ont fâchés, c'est que premièrement, c'est une baisse avec un mécanisme uniquement connu, c'est-à-dire baisse de la valeur clé qui est dans la convention. Cette convention finissant, je vous le rappelle, en avril 2024, qui pourrait être dénoncée évidemment par l'une des parties, c'est-à-dire la CNAM ou les syndicats, de façon unilatérale, mais à partir d'avril 2024. Donc aujourd'hui, là, c'est donner l'autorisation au gouvernement de prendre cet arrêté et de le faire. Et si jamais on n'a pas de négociation établie avec l'assurance maladie au 1er février 2023, eh bien, on a effectivement à payer ou à prendre cette baisse de B. Je vous rappelle que la baisse de B, donc c'est pris par arrêté, ça agit du jour au lendemain, et donc du jour au lendemain, vous trouvez l'ensemble des actes, y compris Covid. Et la troisième chose qui nous a fâchés, c'est qu'effectivement, c'est hors acte Covid. C'est-à-dire que nous avons eu tous le sentiment que nous avions effectivement réalisé des Covid, pas de notre fait, on ne va pas refaire l'histoire, ça nous est arrivé dessus. Aujourd'hui, le secteur libéral a été capable de prendre en charge 80% des tests sur toute la France, de donner au gouvernement les moyens d'agir, de fermer et de faire du confinement et tout, de donner des chiffres en temps réel, et que nous avions le sentiment aussi que la prime qui était versée en moins de 12 heures, que nous avons proposé à l'assurance maladie de conserver, la dernière prime de 115 millions d'euros, et qui nous a été effectivement refusée, qui allait du 15 avril au 15 juin. À partir du 15 juin, il n'y a plus de prime en moins de 12 heures. Voilà, donc ça, c'est cet article-là qui vient évidemment nous fâcher au plus haut point, sans qu'on ait la possibilité de discuter, et a priori avec une demande très ferme du ministère des Finances sur la rétribution que doivent avoir les biologistes, en tout cas la contribution que doivent avoir les biologistes au titre de l'année. Il faut savoir que ça fait écho quand même au rapport chargé-produit de l'assurance maladie, qui montrait déjà que nous avions une progression des EBE très importante
et même en année 2019, et que cette progression, bien sûr, s'est accélérée avec les années 20 et 2021, dans le sens où on avait évidemment une accélération du chiffre d'affaires et puis ensuite une meilleure rémunération sur le Covid qu'on l'a eu les premiers mois où nous avons commencé à faire de la biologie moléculaire. Donc, toutes les histoires arrivent, la Cour des comptes qui s'empile, la Covid qui s'empile dessus. Et aujourd'hui, la pensée unique, en fait, c'est de dire vous faites trop de bénéfices et donc il faut absolument redonner. Et vous le redonnez, en fait, pour redescendre, en fait, un rebasage, si vous voulez, du chiffre de la biologie courante. En fait, on rebase et on descend d'une grande marche cette biologie courante. Ça va vous faire venir à peu près au niveau de 2014 en termes de volume financier. Voilà. Ça, c'est merci du calcul. Donc, évidemment, pour l'instant, on est dans une régulation prou avec des accords triennaux qui diminuent la croissance des dépenses de biologie. Donc, on avait une progression, on fait un trend de 3, à 3,5% en volume tous les ans. Et en fait, on avait une enveloppe qui, globalement, augmentait cette dernière année de 0,6%. Donc, on voit bien que là, ça pèsera de façon importante. S'additionne aussi une période d'incertitude dans laquelle nous rentrons, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'inflation, évidemment, l'augmentation des matières premières, vous l'avez vu sur le transport, on n'en parle même pas, effectivement, et les engagements financiers qu'ont pris soit les groupes indépendants, soit les jeunes qui sont rentrés, qui se payent sur les dividendes, qui remboursent leurs intérêts. Et tout ça, évidemment, va avoir un impact extrêmement fort pour la biologie. Et en particulier, on a eu le souci d'expliquer à Stéphanie Ries, la rapporteure du PLFSS de cette année, qu'on a eu en audition en direct. On a souligné en particulier USDB le risque majeur qu'on avait de voir de perte d'accessibilité du patient sur le territoire, sur le maillage que nous avons et les éléments que nous pouvons mettre à disposition des patients. Donc, on a, en expliquant tout ça, essayé de proposer très tôt une alternative, c'est-à-dire que on pouvait faire une remise exceptionnelle sur les chiffres Covid, alors que ce soit la manière sur la prime, sur le fait qu'on pouvait aussi baisser les tarifs en 2023 et en fait d'avoir une baisse temporaire du B de 1 centime sur l'année 2023, ce qui permet de redonner 125 millions d'euros à l'assurance maladie et 26 millions en termes d'assurance à peu près estimés. Là, c'est évidemment, ça dépend de façon aléatoire du nombre de tests Covid qu'on ferait en 2023. On estime aujourd'hui à 15 millions d'euros par semaine, c'est-à-dire environ 700 millions d'euros de tests Covid qu'on ferait dans l'année 2023, si on continue sur la pente qu'on a aujourd'hui. Donc, cette proposition a été présentée à la rapporteure. Cette proposition a été soutenue par le groupe LR, enfin par des députés LR. Par des députés LR qui l'ont déposée avant la commission. Tout à fait. Donc, ensuite, on l'a proposé, donc ça c'est le groupe LR, on l'a proposé à Thomas Meignier, qui est l'ancien rapporteur du PLFSS de l'année dernière, qui est médecin urgentiste et qui représente le groupe Horizon, mais qui appartient à la majorité présidentielle. Jusqu'au dernier moment, Thomas m'a appelé avant le dépôt à 16h46 en me disant qu'il avait, nous on envoie les textes sous Word aux députés parce qu'ils peuvent modifier la contribution, ils peuvent modifier l'exposé des motifs, donc on est obligé d'avoir un texte ouvert. Et au dernier moment, il a déposé un amendement avec une baisse de 1 centime pérenne, donc 125 millions d'euros, et plus le reste sur le Covid comme on le proposait. Donc la différence entre l'amendement de M. Juvin et de M. Bazin et l'amendement de Thomas Meignier, c'est que d'un côté, c'est une baisse temporaire du B sur l'année 2023, de l'autre côté, c'est une baisse pérenne. C'est ce que proposait d'ailleurs l'assurance maladie, mais avec une contribution plus forte, puisque de 180, on passe à 250. Sauf que l'assurance maladie poursuivait son chemin en 2024 et 2025 par une baisse du B. Donc, clairement, il s'agit d'une position intermédiaire entre Meignier, entre nous et… Quel est le véhicule juridique qui vient toucher à un élément de la convention? Là, ça sera un arrêté. C'est un arrêté, mais est-ce qu'il faut qu'il casse la convention? Non. Il peut ne bouger que… Il peut ne bouger que… Parce que la loi autorise à ne bouger que ça. En gros, c'est la loi qui va autoriser… La loi est au-dessus de la convention. Le gouvernement à modifier la convention. Donc, il y a eu plusieurs amendements. Donc, le Thomas Meignier a déposé un amendement, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a un amendement qui a été déposé par Stéphane, c'est un homme,
à prendre l'arrêté de mesures d'économie ciblée uniquement sur la Covid, mais sans fixer le montant. C'est-à-dire Voilà. qu'en fait, cet amendement est un peu bizarre, puisqu'il autoriserait, s'il passait, le gouvernement à prendre autant d'argent qu'il veut sur la Covid. Ce qui est quand même un peu bizarre, ça va au-delà des 250 millions d'euros proposés. Mais bon, il y a un amendement qui a été proposé par le RN de suppression. Moi, j'avais dit que cet amendement, on l'avait suggéré, mais on ne voulait pas le soutenir parce qu'on pensait que ça n'irait pas au bout. Et il y a un amendement de reposer la date butoir, non plus en février, mais de laisser le temps à la discussion de l'assurance maladie. Je vous rappelle quand même que si on baissait des actes, par exemple, le temps que ça arrive un acte qui soit signé au niveau de la DGS, ça monte 2 mois. Ça veut dire que là, ce n'est plus 250 millions d'euros à rembourser en 12 mois, mais c'est 250 millions à rembourser en 10 mois ou en 8 mois, ce qui augmente largement la somme. Donc, on trouve que cet amendement aussi n'a pas été assez réfléchi, en tout cas, et puis un amendement de repli par rapport à l'amendement de suppression aussi. Donc, il faut compter 21 millions d'euros par retard au 1er janvier. Oui, et puis en plus, si on touche un acte, on sait très bien qu'il ne remontera jamais. Alors, pour vous le expliquer problème de tout, toucher nous avons donc eu des réunions avec la PBM qui représente l'ensemble des 6 groupes, moins le LBI, puisque a priori, ils ne sont pas associés à nous. Il y a donc une demande de ces 6 groupes de faire cohérence avec les propositions et les actions que nous faisions. Donc, on a créé un concept qui s'appelle l'Alliance de biologie médicale, dans lequel il y a les 4 syndicats et l'ensemble des 6 groupes sur le territoire français. Nous avons proposé dès le départ, puisque nous étions très en amont et que le groupe a eu un petit peu de mal à se mettre en route au départ, ça a été un peu plus long que prévu. Nous avons proposé de donner notre amendement à ce groupe. Cet amendement a été modifié, je crois, un tout petit peu. Oui, en gros, il remplace remise par contribution exceptionnelle, vous me direz c'est sémantique. Et l'autre modification, c'est au lieu de pointer la majoration liée à l'article 2 de tel arrêté, il dit juste les rémunérations, la majoration des rémunérations des actes Covid. Fondamentalement, ça ne révolutionne pas la chose. L'autre différence, c'est qu'il fixe un plafond aux économies ex-post, c'est-à-dire qu'il dit 250 millions ex-post. Nous, dans notre fonction, on dit 1 centime de B et les sommes touchées au titre de la prime Covid entre le 15 avril et le 15 juillet. Donc, ça le limite ex-ante. En fait, ça fait un plafond ex-ante puisque ça sera, on l'estime à 266. Pourquoi on a raisonné sur la prime Covid? C'est qu'on estime que tous les laboratoires n'ont pas fait du Covid au même niveau, que certains n'en ont pas fait du tout, et que cette prime étant liée simplement à l'activité Covid, c'était plus juste de savoir, puis l'assurance maladie sait ce qu'elle a versé à chaque laboratoire, et donc ça permet aussi de le redonner. Donc en fait, l'amendement, il y a peu de différence entre les deux, sauf que leur amendement n'a pas été déposé. Pas en temps pour la commission. Il n'a pas été déposé à temps pour la commission, c'est le nôtre qui a été soutenu. Et donc, il sera déposé en séance publique le 20 octobre par des députés, je suppose. Et aujourd'hui, l'organisation qui est sur le terrain a déterminé un représentant biologiste de chaque groupe dans des régions qui est le référent. Ce biologiste doit se mettre en contact avec l'ensemble des députés qui sont présents la commission des finances et la commission des affaires sociales. Et donc, ces députés vont être joints sur le terrain par des binômes de 2 biologistes, ceux qui connaissent particulièrement, le référent de la région, et ensuite un mail et une lettre est partie normalement ce soir, et il y a une demande de rendez-vous qui est faite pour la fin de la semaine pour voir ces députés et leur soumettre l'amendement du SDB et l'amendement de l'ABM. Et donc, qui sont très proches l'un de l'autre, en sachant qu'il y en a déjà un qui a été déposé, l'autre qui sera déposé en séance publique. Donc, pour l'instant, notre amendement a été retenu parmi les 1570 qui ont été déposés et parmi les 712 dans mes souvenirs qui restent en discussion. 712, nous pour l'instant, on est passé de 1972 à 70 à 712 qui sont retenus. Et après, il y aura un écrémage encore. Oui, parce que là, il va y avoir donc le vote de la commission sur les amendements, qui vont les retenir ou pas. Il faut comprendre que, contrairement au texte de loi ordinaire, en loi de financement de la sécurité sociale ou en loi de finances, le texte qui est examiné en séance publique n'est pas le texte modifié par la commission. C'est une des survivances du parlementarisme rationalisé.
Bref, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'amendement, une fois qu'il est voté, s'il est adopté par la commission, devient amendement de la commission, défendu par le rapporteur compétent en séance. En termes de signal, vu qu'on est quand même sur un contexte législatif un peu compliqué, en termes de signal, ça veut dire qu'il peut y avoir une majorité sur ce texte, donc le ministre y repensera peut-être à 2 fois avant de se réopposer à la mesure si vraiment elle ne met pas en danger la survie des finances publiques. C'est plus diplomatique. C'est plus diplomatique. Après, rien ne m'empêche de dire, je reste contre, s'il est contre, hein, bien sûr. Faut comprendre l'expérience du projet de loi de finances, c'est assez intéressante, parce qu'en commission, c'est passé vraiment d'un cheveu. Mais ça ne veut pas dire que cette majorité d'un cheveu va se maintenir en séance publique. Il est très probable, très possible, on va prendre des pincettes, très possible qu'il n'y ait pas la majorité en séance publique. Et ce n'est pas impossible que pour le PLFSS, ça nous fasse la même chose, une majorité courte en commission, plus de difficultés en séance. Surtout que les députés sont un peu énervés d'avoir eu autant de leurs amendements retoqués sous l'angle de la recevabilité. Ils le reprochent, pardon, je ris, mais ce n'est pas drôle, ils le reprochent au service administratif essentiellement, sachant que là, pour le coup, cet examen de recevabilité, c'est le président de la commission des finances, M. Coquerel, qui a été choisi par le gouvernement pour présider cette commission. Oui, mais qui est dans l'opposition et il a bien tapé sur les amendements de ses camarades. Je pense qu'il ne doit pas y avoir une ambiance extraordinaire en ce moment. Là. Il doit nous être très donc, en fait, pour vous dire tout, donc on a aujourd'hui, on est suspendu, comme dit Laurent, au fait de l'examination des amendements qui restent en cours, qui commencent ce soir, pendant une partie de la nuit, qui doivent se terminer mercredi soir. Oui, donc, ça veut dire que mercredi soir, on saura si notre amendement reste en lice. Ensuite, viendra l'amendement en séance publique qui pourrait conforter l'amendement qu'on a déposé par le fait que l'ABM défend un amendement similaire. Donc, ça pourrait être des choses importantes. Et entre-temps, donc c'est dégagé des rendez-vous. Nous avons une demande de rendez-vous qui a été fixée par Thomas Fatome lundi. Nous avons une demande de rendez-vous avec le cabinet de Gabriel Attal mardi. Nous avons aussi une demande de rendez-vous qui est en cours à l'Élysée, au cabinet du Premier ministre, et nous avons une demande de rendez-vous que le STB avait obtenue avec Madame Firmin Lebaudot au ministère de la Santé, qui va être partagée avec l'ABM, de façon à ce qu'il y ait une unité de la profession qui aille à tous les rendez-vous. Donc, pour l'instant, les 4 syndicats ainsi que l'ABM sont à tous les rendez-vous qu'on a pris, et nous faisons des rendez-vous en commun avec des courriers que vous recevrez normalement par vos groupes ou vos SEL respectives, qui dénotent évidemment le déroulé de la communication et tout ce que nous faisons en toute transparence. Après, je ne vous cache pas que, évidemment, se pointe en cas de non-recevabilité ou de non-accessibilité à une discussion, la grève. Et donc, aujourd'hui, évidemment, il a été décidé d'une gradation des actions qui vont partir de boycott de certaines réunions, de certaines commissions, etc., dans lesquelles nous sommes, qui vont toucher une communication grand public, et d'autre part, qui vont toucher l'ensemble des parlementaires, pour l'instant les députés, demain les sénateurs, et que l'objectif final, évidemment, c'est la grève et la fermeture de nos laboratoires si nous n'arrivons pas à obtenir gain de cause. Je comprends que il y a un contexte plus global, un contexte budgétaire plus global. La hausse des taux d'intérêt, c'est extrêmement violent pour le gouvernement, pour toute la sphère publique, avec une pente pour revenir dans les équilibres qui est compliquée. Donc, le fait de boucler le budget n'est pas simple. Il n'y a pas que… Enfin, faut pas nécessairement mettre sur la mauvaise volonté ou l'ignorance qui peut s'expliquer par l'incompréhension ou un autre point de vue, une autre priorité. Donc, voilà, ce contexte budgétaire, je pense qu'à Bercy, il y a des gens qui sont en train de perdre leurs cheveux très rapidement pour essayer de tout boucler. Est-ce que je peux poser une question? Avec plaisir, bien sûr. Ouais. La date butoir de toutes ces négociations, c'est quoi?
Qu'est-ce que tu appelles date butoir de quoi? C'est-à-dire que là, ça peut durer combien de temps, les échanges autour des baisses de nomenclature, sans qu'on ait une décision définitive ou un article de loi? On t'a donné le calendrier tout à l'heure, je te le reprends. Ah bah, je ne l'ai pas vu, alors excusez-moi. Non, je t'en prie, il n'y a pas de problème. Je remonte 2 secondes, je te redonne ça tout de suite, incessamment sous peu. Voilà. Donc aujourd'hui, la dernière séance, elle se fixera après le 12 novembre en CMP. Et donc, comme l'a dit Laurent, l'adoption nationale n'est pas encore fixée. Mais globalement, si tu veux, à partir du moment où, mettons, dans le meilleur des cas, l'amendement qu'on a présenté est accepté en commission, que le Sénat le vote de manière identique, on ne parle plus de biologie. Après, c'est bon, hein, le CMP, elle est validée. À partir du moment où l'article est validé d'un côté comme de l'autre dans les mêmes termes, ça ne bouge plus. S'il y a des discussions, après, ça sera discussion en commission paritaire. Donc, c'est au-delà du 12 novembre. Je vous rappelle quand même que le PLFSS doit être déposé quand même, bien sûr, et voté avant la fin de l'année, mais on est autour de fin novembre, quoi, pas plus. D'accord. Tu sauras où tu es fixé à peu près fin novembre. Est-ce qu'on pourra recevoir la présentation Oui. que vous avez fait en PowerPoint par mail? Ok, merci beaucoup. Alors d'un autre côté, vous savez qu'on est dans une centrale patronale qui s'appelle l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, qu'on a contribué à créer au départ. Et donc, on a plusieurs évolutions qui ont été souhaitées. Je vais vous dire un article qu'on a soutenu d'ailleurs dans le cadre du PLFSS, qui nous intéresse particulièrement. Premièrement, en matière professionnelle, on va essayer d'étendre la validation des VAE. Ça nous intéresse aussi pour nos salariés qui ont, par exemple, une expérimentation assez forte de la biologie moléculaire, qui aujourd'hui ne sont pas dans le code de CSP. On pourrait essayer de voir si on pourrait les rentrer dans nos laboratoires avec des VAE. En tout cas, on en a discuté au cabinet de l'Élysée avec Anne-Laure Coury, qui est la conseillère sociale du président de la République et qui est très intéressée par le tout emploi et donc qui aujourd'hui, évidemment, souhaiterait qu'on embauche à condition, parce qu'on ne trouve plus beaucoup de techniciens, de moins en moins d'infirmières, et qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres populations. Donc, on a à la fois la notion d'aide de laboratoire qui pourrait, à la sortie de la troisième, faire un apprentissage, rentrer chez nous. Et on a aussi tous ces gens qui étaient de fac de sciences aussi, qui ne trouvent pas forcément de l'emploi, qui ont une expérience en biologie moléculaire dans laquelle on pourrait. Ce qui a changé aussi, c'est pour l'épargne salariale. Alors, bon, ça, c'est les entreprises de moins de 50. Je crois qu'on n'est plus beaucoup à avoir moins de 50, mais c'est des simplifications pour l'intéressement et c'est des simplifications pour les durées des accords. Bon, ça, je vous l'enverrai aussi, mais 50 salariés, il n'y a pas forcément beaucoup de laboratoires encore indépendants qui ont moins de 50 salariés, mais si ça existe, ça les concerne, bien sûr, évidemment. Ensuite, il y a une simplification portée au régime de l'intéressement. Vous savez que l'intéressement est employé par un certain nombre de structures, de SEL. Donc là, effectivement, il y a une durée qui est raccourcie à 2 mois, ramenée de 6 mois à 4 mois. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui la possibilité d'utiliser l'intéressement et la participation plus rapidement par les salariés. Ensuite, il y a aussi le déblocage possible si les gens font des percos. Je vous rappelle quand même par essence que quand vous donnez des percos à vos salariés, vous pouvez en avoir pour vous-même, et qu'aujourd'hui, les placements sont très intéressants au niveau fiscal et qu'il faut vraiment vous renseigner parce que des fois, on ne sait pas où mettre son argent. Et là, évidemment, ces placements-là peuvent être extrêmement intéressants, y compris pour le professionnel de santé libéral, dans lesquels vous avez des champs d'épargne qui sont très rémunérateurs, en tout cas pour notre secteur d'activité. Ensuite, évidemment, les possibilités des blagues anticipées de l'intéressement de la participation. Donc, cette année, c'est fixé pour l'année prochaine à 10 000 €. Et donc, vous avez personnes concernées, c'est tous les salariés, mais les dirigeants d'entreprise aussi. Et donc, vous pouvez débloquer exceptionnellement avant devez informer des blocages exceptionnels c'était le 16 octobre. Ensuite, les principales mesures fiscales, ça nous concerne pour les entreprises de 500 000 € et plus. C'est une diminution de la CVAE en 2023, et puis une suppression définitive en 2024. Et donc ça, c'est quelque chose qui va vous intéresser puisque vous avez une cotisation qui est payée. De même qu'il y a une baisse du plafond en fonction de la valeur ajoutée qui est portée dans le PLF, dans le projet de loi de finances de 2023. Donc ça, il faut regarder ça aussi. C'est quelque chose qui est important pour nous. Ensuite, on a eu des propositions d'amendement. C'est une revendication qu'on portait à l'UNAPL depuis très longtemps sur les dirigeants des SEL. C'est quelque chose que j'ai repris en tant que vice-président santé cette année.
et qu'on a eu, grâce à un amendement d'Alloz, de Louwagie, de pouvoir passer, entre autres, l'article 62, c'est-à-dire qu'on distingue bien les rémunérations techniques des dirigeants de SA, de SARL, de SEL, etc., de la rémunération qui est due à votre profession. Et donc, effectivement, on a la possibilité de bien distinguer. Je vous rappelle qu'il y avait eu 2 sociétés de laboratoire dans le Sud qui voulaient être qualifiées à la taxe sur les salaires, en particulier sur les honoraires, parce qu'ils estimaient que les honoraires correspondaient effectivement à la direction, étaient associés finalement au travail du dirigeant, et donc on avait une requalification possible. Et cette requalification pouvait amener évidemment les sociétés à payer 3 à 4% de leur chiffre d'affaires en taxes sur les salaires pour leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, on a clarifié la situation si cet amendement va jusqu'au bout dans la LFR, dans le projet de loi de finances, toujours pareil. Et donc, si elle va jusqu'au bout, vous aurez bien une distinction entre la rémunération évidemment due au titre de votre fonction et la rémunération due au titre de votre profession. Et donc, on avait ce distinguo très important entre la dictature la nomenclature et comment on appelle ça, le dogme de Bercy un peu, et puis celle du Conseil d'État. Et qui avait 2 jurisprudences différentes et qui conduisaient évidemment à laisser le champ à vous, en disant vous essayez de récupérer l'argent, en tout cas en taxe sur les salaires, sur les honoraires que vous touchez. Donc voilà les amendements qu'on a fait passer au niveau de l'UNAPL. Moi, je n'ai pas d'autre chose au niveau de l'entreprise, globalement. On se dit au revoir et bonne journée, bonjour, bon après-midi.